Bonjour à tous, c'est Valentin et comme ça m'a été demandé dans les commentaires, je vais essayer de faire le point sur ma consommation alimentaire et du coup ça va être lié au véganisme dans le sens où je ne le suis pas euh, mais je comprends les revendications politiques qu'il y a derrière le mouvement et ça je suis pour. Mais en fait, moi je me définis comme étant vegan, pourtant je mange de la viande. Et ça, je vais tenter de l'expliquer. Et je serais curieux d'avoir vos avis, vos questions par rapport à ce sujet. Donc moi, je pense que je suis vegan étant donné que je crois que c'est une conviction politique. Euh, et cette conviction politique, enfin ce mouvement politique, je le suis, enfin j'essaye de le suivre et de me l'approprier dans le sens où quand j'ai l'occasion de faire du teasing sur voilà, les dangerosités de la viande, de réduire sa consommation de viande, sur l'impact des déchets, ce genre de choses, j'essaye de le faire. Et j'ai des qualités par rapport au véganisme et ce qu'ils défendent, mais j'ai aussi mes défauts. L'un des défauts que j'ai, c'est que je consomme de la viande. Ouais. Le problème qu'il y a selon moi sur la consommation de viande, c'est pas qu'on mange de la viande et que c'est horrible pour les animaux et tout. En fait, ceux qui disent ça, c'est ceux qui, selon moi, ont un problème avec la mort en fait. Euh, la nature, elle est régie par des rapports de force qui font que l'homme a réussi à se mettre plus ou moins en haut de cette hiérarchie et par son ego surdimensionné, on est venu à ne plus respecter ce qu'il y avait en dessous. Alors je comprends la démarche qui consiste à dire que voilà, moi enfin, que certaines personnes ne vont pas du tout consommer de viande et vont être très réticentes vis-à-vis de la protection qu'il faut avoir envers les animaux. Moi je pense que la protection en fait c'est bien de penser aux animaux, mais il y a plein d'autres choses autour, il y a la planète. Moi c'est un truc qui me dérange avec l'exploitation animale, c'est que ça pollue énormément. Donc c'est pour ça que je considère qu'il est important de réduire ma consommation, mais pas forcément de la stopper. Parce que si je réduis par deux ma consommation de viande, je réduis aussi par deux les émissions euh, de, de, de polluants. 99% des tomates et des fraises sont hors sol. Voilà, il n'y a plus de terre. On n'a plus de terre du tout. Et c'est presque hors ça. paysan, puisque c'est des serres automatiques. Il n'y a pas besoin d'hommes pour les pots sont soulevés, arrosés, trempés. C'est souvent des choses complètement automatisées avec ordinateur. L'irrigation tombe toute seule. Il n'y a même pas besoin que c'est hors sol et hors homme. C'est bien quand même. C'est un grand progrès. C'est quand même extraordinaire. Ouais, Mais et en plus, c'est une dépendance totale. Si on continue comme ça, bon, on va déjà pas mal dans le mur, mais pour faire une tomate, hein, pour faire une calorie de tomate hors sol, il faut 36 calories fossiles. C'est-à-dire de pétrole. Ouais. C'est-à-dire que l'agriculture moderne n'a jamais été autant dépendante du pétrole qui est de plus en plus rare. Donc de toute façon, rien que ça devrait faire réfléchir tout le monde. C'est-à-dire que... Et personnellement, moi, la mort, c'est pas quelque chose qui me bouleverse ou qui me chagrine. Je me pose souvent la question, par exemple, si ce serait pas mieux s'il n'y avait pas de prison et du coup de dire, s'il y a quelqu'un qui veut me tuer, genre j'aimerais qu'il n'aille pas en prison en fait. Et ça fait mal à la tête ce genre de réflexion, mais comme je me dis que je suis capable d'avoir ce genre de réflexion, c'est peut-être normal que je sois capable de manger de la viande. Mais je comprends que des gens soient complètement contre ça et ne veulent pas en manger. L'objectif de ces vidéos, de cette vidéo et je pense des autres qui vont suivre, c'est de rendre possible la critique du véganisme sans pour autant poser un jugement vis-à-vis des personnes qui ont ces convictions. Voilà. Moi, j'étais pas forcément attaché au véganisme en tant que tel, et donc j'ai remarqué que certaines personnes qui font de la permaculture ou de l'agriculture vivent en Savoie et n'ont pas forcément les moyens
de cultiver des légumes parce que la terre est très froide jusqu'au mois de juin. Et je pourrais vous mettre la vidéo d'un gars dont c'est le cas. Et bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, dans ma montagne, où nous avons quelques jours vraiment exceptionnels. Alors, j'ai deux questions. Ça fait plusieurs années que j'essaie de cultiver mon potager, avec du succès, bien qu'il y ait des saisons plus difficiles que d'autres. Le printemps est particulièrement rude, c'est pour ça que j'ai mis une serre cette année. On va voir si en 2018, on arrive à gagner un mois ou deux sur les récoltes, en faisant déjà des semis et peut-être en cultivant des légumes, ou peut-être des fruits, mais surtout des légumes qui poussent, qui ont besoin de chaleur, donc probablement des tomates. Nous verrons bien. En tout cas, ça me permet de pouvoir faire des semis en avril, peut-être en mai, parce qu'avant il fallait que j'attende vraiment juin, parce que ça gèle ici. Et dans cette situation précise, je pense que la consommation de viande séchée ou ce genre de choses est une très bonne chose. Donc si c'est une très bonne chose pour ce genre de personnes, je pense que ça peut l'être pour d'autres. Maintenant, souvent on entend des trucs vis-à-vis des vitamines, des compléments alimentaires et tout ça. Très bien, je suis curieux de savoir qui sont les fournisseurs de ces compléments alimentaires. Et si ces fournisseurs de compléments alimentaires ne font pas autant de mal et ne sont pas les mêmes que ceux qui vendent de la viande ou ceux qui vendent les médicaments pour les animaux, tout ça. Donc au final, est-ce que en achetant des compléments alimentaires et ce genre de produits, on n'engraisse pas indirectement les sociétés qui, de l'autre côté de la boucle, vendent de la viande? Ce que je vois, c'est que en France, avant l'invasion des Romains, 80% du territoire était recouvert de forêts. Et je pourrais là aussi vous mettre une vidéo d'un gars qui parle de ça. Qu'il existe un ordre naturel d'évolution de la végétation de nos écosystèmes français qui tend à faire évoluer toutes les terres sur lesquelles les humains n'ont aucune activité vers des forêts. Et quand je dis aucune activité, c'est réellement aucune activité au sens premier du terme. Mettre des chevaux ou des ânes dans un pré, c'est une activité humaine par exemple. Protéger ou diffuser une espèce invasive comme l'herbe de la pampa, eh bien c'est aussi une activité humaine. Sans humains pour assurer leur diffusion, eh bien il n'y aurait pas d'herbe de la pampa en France. Donc que les choses soient bien claires, quand je dis aucune activité, c'est véritablement rien, nada, comme si les humains n'existaient pas. La Gaule, avant l'invasion romaine de 125 avant notre ère, eh bien c'est 80% de forêt. Le territoire naturel sauvage de la France, quand l'humain ne fait rien, eh bien c'est ça, 80% de forêt. Et donc, quand les humains abandonnent un lieu, alors ce lieu se transforme en forêt. Si tous les humains disparaissaient, eh bien, dans 100 ans, il y aurait 80% de forêt sur le sol français. Là, ici, sur les images que vous voyez à l'écran, il y a 100 ans, il y avait un village, avec plein de maisons, des rues, des places, des fontaines, des lavoirs. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule maison debout, la maison que j'ai achetée. Tout le reste s'est éboulé et à la place, il y a une forêt. On appelle ce phénomène la succession écologique. En agriculture permanente, on cherche à transformer l'écosystème pour produire de la nourriture sans intervention humaine, et donc sans travail pour le faire fonctionner. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est fabriquer des écosystèmes qui fonctionnent tout seuls, de façon sauvage, complètement autonome. Et donc le moyen le plus efficace possible pour y parvenir, en France, ça va être dans 80% des cas, une forêt. Parce que si on fait n'importe quoi d'autre qu'une forêt, eh bien la nature sera une force qui s'opposera à nous pour transformer ce qu'on a fait en une forêt. Il faudra lutter contre la nature et donc dépenser de l'énergie et du travail pour maintenir notre création. Et du coup, qui dit que bon, si on retrouve cet état de forêt, en France, on retrouvera principalement, comme essence nourricière, donc avec lequel on peut se nourrir, on va retrouver des châtaignes, des noix, des noisettes, des fruits rouges, des églantines ou un truc comme ça, c'est une petite baie, je sais pas à quoi elle sert exactement, et des fraises des bois. Et du coup, par les noix et les noisettes, on peut avoir du gras, des lipides et je crois des protéines. Par les châtaignes et les marrons, des glucides, quelque chose comme ça. En fait, ce régime alimentaire permettrait aux êtres humains, en tout cas en France, de manger. Après, il y a quelques variations en fonction de où on se situe. Donc, par exemple, si on est en Provence ou ce genre d'endroit, on n'aura peut-être pas de noix, mais à la place, on aura peut-être des olives.
Si vous êtes en Normandie, vous n'aurez peut-être pas de châtaignes, mais vous aurez à la place des pommes. Si vous êtes à Nancy, vous aurez peut-être des mirabelles et pas de châtaignes. Enfin voilà. Donc chaque région va avoir des essences. La question que je me pose, c'est est-ce que les véganes et les personnes qui ont des convictions comme ça sur les régimes alimentaires à juger, etc., est-ce que ces personnes sont prêtes à reprendre au final le régime alimentaire initial? Ça veut dire que si pendant 100 ans on touche à rien, tu as ce type de forêt-là qui vont pousser, et donc cette alimentation-là tombera sous le sens en fait. C'est l'alimentation qu'on devrait avoir si on n'avait rien touché et qu'on avait dit vas-y ça me va, ça me convient. Le fait est que l'homme ça lui va pas et ça lui convient pas. Donc il décide de changer son environnement, comme beaucoup de bêtes. Il y a par exemple les fourmis. Les fourmis adaptent leur environnement en exploitant des pucerons. Et du coup ils maltraitent d'autres espèces animales. Et ce genre de choses, ça c'est un exemple parmi tant d'autres que je m'amuse allègrement à sortir pour troller un peu, quoi, pour rigoler. Après il y en a un autre qui est rigolo, c'est que si on me répond à ce genre de commentaires derrière, j'aime bien dire que moi je fais des génocides tous les week-ends. Enfin, récemment j'ai fait un génocide de vers de terre parce que je trouve ça terriblement moche. Et puis du coup, là on me juge par rapport au fait que je fais un génocide de vers de terre et tout. En fait, si j'ai fait ça, c'est pour terrasser. Et terrasser, c'est pas forcément... Enfin, voilà, t'as pas le choix, tu mets ta bêche. Et du coup, ce que je leur dis, c'est comment tu fais, toi, une fois que t'as mis ta bêche dans le sol pour esquiver les vers de terre et tout. Si t'as une solution, je suis prêt à la prendre parce que les vers de terre, ils sont utiles chez moi et ça me fait chier de les tuer, tu vois. Mais pas le choix. Alors si j'ai le choix en fait. Le choix ce serait de laisser mon terrain en friche pour que les arbres viennent et que je puisse avoir le régime alimentaire du début. Hein. Parce que sinon, en choisissant de faire un verger dans mon jardin, donc de mettre des pommiers, des cerisiers, des nanas, en fait, voilà, dès que tu vas creuser le trou pour foutre ton arbre, hop, ton arbre il est... Non, ton arbre, tu vas tuer des vers de terre et tout ça. Donc voilà, le vegan extrémiste, lui aussi, si vraiment il était autant extrémiste qu'il dit, il irait dans le jardin, il irait creuser un trou, il tuerait des vers de terre et voilà. Il comprendrait que sa démarche, il y a un conflit. Alors on trouvera des excuses par rapport à ça. Moi, les explications que je trouve, c'est que le plus important, c'est que tout le monde prenne conscience du véganisme et de l'importance de ça, sans pour autant tomber dans le fait de ne plus manger du tout de viande, de ne plus du tout acheter de manteau en cuir, de ne plus du tout... Parce qu'en fait, si par exemple, moi je vais acheter un manteau en cuir dans une friperie à côté, on va dire ouais, je légitimise, je suis à la mode de ceci, de cela, mais je pense que mon manteau en cuir, c'est mieux de l'acheter dans une friperie à côté que d'aller acheter un nouveau manteau de doudoune Quechua et tout, qui est fait par des enfants et machin, qui utilisent de nouveau des matériaux, des procédés industriels et tout ça. Donc elle est où la barrière entre tout ça? En fait, c'est des choix qu'on doit prendre tous les jours et l'objectif, c'est que les choix soient le plus éthiques possible. Mais genre, l'homme total, l'homme parfait qui fait zéro erreur, il n'existe pas. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui va dire ouais, dès qu'il va montrer une petite action, t'as le mec qui est à un étage supérieur qui va venir lui taper dessus, lui dire ouais, non, mais en fait, tu vois, tu fais mal parce que quand t'es vegan, tu manges pas d'œufs, pas de lait, pas de... Ouais, mais mec, déjà j'ai arrêté de manger de la viande donc tous les jours, tu vois. Et là, tu me demandes direct d'aller au step 3. Bah non, tu vois. Bah non. L'objectif, c'est que chacun avance, monte d'un grade et que, tu vois, ça soit une entraide. Pas genre... j'aime bien l'exemple des engrenages. L'objectif, c'est que les engrenages, ils tournent, ils soient huilés, tu vois. Pas que entre deux engrenages, t'en as un, c'est un engrenage avec des dents d'un certain diamètre et l'autre à côté, il te dit bah ouais, bah viens sur le mien, mais moi je suis 2 fois plus large. Non, ça marche pas. Du coup, le principal intérêt de la vidéo, en premier lieu, ce que je voulais montrer, c'était
les produits que j'avais là et pourquoi j'étais pas un bon vegan. Voilà, quelques explications, quelques trucs qui vont vous aider à être peut-être plus tolérant. Donc bon, ça c'est ma super cuisine qui est pas rangée. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, l'évier. Hein. L'évier qui est un petit problème en fait quand on cherche à être vegan. Parce que tu veux nettoyer les légumes, hein, parce que voilà, faut les nettoyer les légumes souvent s'ils ont des désherbants, alors sauf s'ils sont bio, mais quand même, il faut nettoyer les légumes. Voilà, j'ai pas de lave-vaisselle, tout ça, donc tout le temps la vaisselle elle doit être faite, donc c'est une action où je peux pas me laisser une minute de répit. Donc ça c'est un peu chiant, tu vois, quand je travaille tard et tout. Alors après, il y a quand même pas mal de problèmes que je rencontre pour être vegan. C'est premièrement la plaque de feu, hein, le petit évier, puis le petit frigo. Ce qui oblige à faire pas mal de fois les courses. Hein. Pour nettoyer les légumes, c'est pas la joie. Puis si j'ai pas fait ma vaisselle, je nettoie pas mes légumes. Puis la plaque de feu, ça te laisse... voilà, tu fais un légume... un féculent, enfin c'est vite galère. C'est vite galère. Encore que ça peut se passer, mais bon. Moi j'aime bien faire des trucs avec plein de gamelles, donc pour moi c'est un peu galère quand je cuisine, mais bon. Bref. Donc voilà, ça c'est les problèmes, tu vois. Puis dans mon four, voilà, dans mon frigo, tu vois, il y a des œufs, donc ça c'est trop pas vegan du président. Pareil, tu vois. Si tu regardes les marques, tu vois, moi ça me fait chier d'acheter du beurre président. À côté, il y a un truc vegan, tu vois. Bio, sans gluten, free, sans lactose. J'essaye, hein. J'essaye, tu vois, mon petit kiwi et tout. Puis là, je crois qu'il y a un légume. Une petite courgette qui reste. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est trop pas healthy vegan. Mais c'est pas de ma faute, tu vois. J'y peux rien. À côté de ça, tu vois, par exemple, j'ai un petit avocat dans ma cuisine et que j'essaye désespérément de faire germer. Et puis il y a une petite story sur l'avocat. J'avais vu un truc sur l'avocat comme quoi c'est cultivé par les cartels colombiens. Voilà. Et que du coup ils exploitent des enfants, trucs du genre, enfin des trucs bien sympas quoi. Des trucs bien sympas. Après on peut aussi parler des fraises. Hein. Les fraises du Maroc qui sont gentiment ramassées par des femmes à qui on retire les papiers, tout ça. Le truc sympa. Et comme ils se sont fait épingler par la Commission européenne, ils ont décidé qu'ils allaient délocaliser au Maroc. Donc voilà, les fraises du Maroc, a priori, c'est un truc un peu cancer. Les avocats de Colombie aussi. Et voilà, les trucs qui sont un peu rigolos. Donc tu vois, ça par exemple, ça me fout la rage d'avoir ça chez moi. Mais ça, je sais que c'est un gros défaut que j'ai, tu vois, d'avoir du sucre daddy et tout, ça légitime les trucs sales. Voilà, il n'y a trop rien d'intéressant, mais voilà, tu vois, par exemple, je mange aussi des flocons d'avoine le matin au petit-déj parce que je sais que c'est des sources de trucs qui sont intéressants et qui compensent la viande. Pareil pour le quinoa, tu vois, j'achète mes petits trucs, mes petits composants qui me permettent d'éviter de manger de la viande, tu vois, mes petites épices et tout, mais malheureusement, je mange encore de la viande, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup l'huile d'olive, j'en consomme une bouteille toutes les 2 semaines. Environ. Et ça remplace bien le beurre, tu vois, mais j'aime quand même le beurre. Hein. Mais ça me l'a fait remplacer, apprendre à le remplacer. Alors après, tu vois, il y a 2 écoles. Il y a l'école thé ou café. L'école thé ou café, et je sais pas dans quelle région ça vient, les deux. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour le café, là, et c'est... l'infusion du café, comme ça, c'est 1% de la matière organique. Voilà. Quand tu sais que pour produire un gramme, enfin, une unité, tu vois, une unité de matière végétale, donc de café par exemple, il faut en moyenne une petite dizaine d'unités d'énergie fossile. Donc là, tu peux te dire que pour 1 gramme, grosso modo, 1 gramme de café, il faut 10 grammes d'essence. C'est pas exactement ça, je sais pas exactement les unités, mais bon, ça permet de parler un peu et voilà.
Et en fait, quand tu infuses ton café, dans cette substance-là, là, tu as pris 1% de la matière végétale. Donc là, il reste 99% du truc. Tu vois? Donc on nique la planète pour boire du café. Et moi, ce que je fais, tu vois, c'est juste, je prends tout là, parce que c'est du papier plus, voilà. Je prends tout et je le mets dans le rayon qui est trop pas vegan, mais qui me permet de faire le composteur. Puis là, comme ça fait longtemps que je fais ça dans mon petit appart à Vincennes, bah tu vois, je commence à avoir un sacré truc à composter. Et voilà, tu vois, je mange de la viande, mais moi je fais un compostage dans un 25 mètres carrés. Chacun son truc, mon pote. C'est que tu vois, par contre, autant je fais du compost, autant le tri sélectif, parfois j'oublie un peu. Et donc là-dedans, tu peux sûrement retrouver des papiers qui... Tu vois, ça, je pense que ça peut se mettre dans la poubelle jaune, mais je pense pas à faire ça. Parce que je suis pas parfait. Donc il faudrait que je me mette un gros post-it ici, tu vois. Pensez à mettre des trucs dans la poubelle jaune. Moi, ne pas manger de la viande, c'est un des problèmes. Pour certains, c'est le plus gros, le plus important. Et je pense qu'on peut en discuter.